Bonjour et bienvenue dans Nutrition douce du Japon, le podcast qui vous fait découvrir les secrets japonais pour une santé durable et un quotidien plus léger. Je m'appelle Akko Mukawa. Je suis diététicienne diplômée au Japon, directrice alimentaire d'Appointi et titulaire d'un master en promotion et éducation pour la santé en France. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient à cœur, la fermentation, et plus particulièrement le miso. La fermentation fait partie intégrante de la culture culinaire japonaise, mais aussi de nombreuses traditions dans le monde. En France, on connaît bien les fromages, les yaourts, la sucrerie ou encore le pain au levain. C'est donc un sujet que nous avons en commun, même si les formes et les goûts varient. Mais alors, qu'est-ce que la fermentation? Il s'agit d'un processus naturel dans lequel les micro-organismes transforment les aliments, générant non seulement des arômes uniques, mais aussi des effets de conservation et parfois même des bénéfices pour la digestion et l'équilibre du microbiote intestinal. Le miso est l'un des exemples les plus emblématiques au Japon. C'est une pâte fermentée à base de soja, de sel et de koji. Ce champignon bienfaisant qui joue un rôle clé dans de nombreuses préparations japonaises. Traditionnellement, le miso est utilisé dans les soupes, mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une idée très simple et classique pour commencer. Une sauce au miso et au vinaigre, ce que l'on appelle sumisoae au Japon. C'est une manière fraîche et délicate d'assaisonner des légumes ou des fruits de mer. On peut aussi évoquer les pickles japonais, comme les tsukemono et notamment le nukazuke. Ces légumes fermentés dans du son de riz. C'est un autre exemple de fermentation maison, très vivant, que certaines familles entretiennent pendant des années. Le Japon possède d'autres aliments fermentés traditionnels comme le natto, la sauce soja, le vinaigre de riz ou encore le saké. Il existe aussi des produits à base de poissons fermentés, comme certains condiments régionaux très anciens. Mais moins connus, dès l'époque du Nara, au 8e siècle, on trouvait déjà des produits laitiers fermentés, appelés raksto, proches de formes concentrées ou fermentées de lait ou de beurre, aujourd'hui disparus. Quant aux yaourts modernes, ils ont été introduits plus tard, à l'époque de Meiji, sous l'influence de l'Occident. Mais bien sûr, il faut rappeler que le miso contient naturellement du sel. Au Japon, même si l'alimentation est souvent perçue comme saine, la consommation de sel est parfois élevée en raison de miso, de la sauce soja, mais aussi des poissons salés ou séchés. Aujourd'hui, on voit apparaître de plus en plus de miso enrichi en umami, mais moins salé. Le goût reste très riche, mais avec une teneur en sodium réduite. C'est une belle évolution et j'espère que la fusion entre cuisine savoureuse et approche santé continuera à se développer dans les années à venir. Personnellement, j'utilise souvent ce type de miso, appelé miso à koji renforcé, dans mes recettes.
Et justement, mon livre de recettes autour de miso, publié en français, présente plusieurs idées simples pour l'intégrer au quotidien, tout en respectant un bon équilibre nutritionnel. Je crois que ce genre d'approche entre tradition et adaptation moderne peut vraiment enrichir notre façon de cuisiner, que ce soit pour le plaisir ou pour la santé. Merci de votre écoute. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à me laisser un commentaire. Et dans le prochain épisode, on parlera de l'énergie dans l'assiette. Comment mieux manger pour avoir plus de vitalité au quotidien. Merci d'avoir écouté Nutrition douce du Japon. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Vous trouverez dans la description des liens vers mes e-books en français avec des recettes inspirées du Japon et des conseils de nutrition préventive. À très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.